Prudence n'avait peur ni des rôdeurs, ni du froid, ni du vent, ni de la vie elle-même. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Les temps de solitude de Françoise Sagan. Nouvelle extraite du recueil Les meilleures nouvelles françaises du XXe siècle, paru en octobre 2022 aux éditions Rue Saint-Ambroise. Lectrice Nathalie Bécu, musique Charlie Nelson. Prudence. C'était son prénom, hélas, et il lui allait au demeurant fort mal. Prudence Delvaux avait arrêté sa voiture dans une allée forestière, près de Trappes, et elle marchait nonchalamment, au hasard, dans le vent humide et glacé de novembre. Il était 5 heures et la nuit tombait. C'était une heure triste, dans un mois triste, dans un paysage triste, mais elle s'y flottait quand même et de temps en temps se baissait pour ramasser un marron ou une feuille rousse dont la couleur lui plaisait. Et elle se demandait avec une sorte d'ironie ce qu'elle faisait là et pourquoi, en rentrant d'un week-end charmant chez des amis charmants, avec son amant charmant, elle s'était sentie le besoin subit et presque irrésistible d'arrêter sa Fiat et de partir à pied dans cet automne déchirant et roux, et de succomber tout à coup à l'envie d'être seule et de marcher. Elle portait un manteau en laudène fort élégante de la couleur des feuilles. Elle avait un foulard de soie, elle avait 30 ans, et des bottes bien équilibrées qui lui permettaient de trouver un vrai plaisir à sa propre démarche. Un corbeau traversa le ciel dans un cri rauque, et aussitôt une bande d'amis corbeaux le rejoignit et sembla déborder l'horizon. Et bizarrement, ce cri, pourtant bien connu, et ce vol lui firent battre le cœur comme sous l'impulsion d'une terreur injustifiée. Prudence n'avait peur ni des rôdeurs, ni du froid, ni du vent, ni de la vie elle-même. Ses amis s'esclaffaient même en prononçant son prénom. Ils disaient que ce prénom était, par rapport à son existence, un pur paradoxe. Seulement, elle détestait ce qu'elle ne comprenait pas et c'était sans doute la seule chose qui lui fasse peur. Ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Et là, elle dut soudain s'arrêter pour reprendre son souffle. Ce paysage ressemblait à un Bruegel. Et elle aimait Bruegel. Elle aimait la voiture chaude qui l'attendait et la musique qu'elle allait déclencher dans cette voiture. Elle aimait l'idée de retrouver vers 8 heures un homme qu'il aimait et qu'elle aimait et qui se prénommait Jean-François. Elle aimait aussi l'idée qu'après leur nuit d'amour, elle se lèverait en bâillant, boirait très vite un café que lui ou elle aurait confectionné pour l'autre. Et l'idée aussi de se retrouver demain dans son bureau, parlant de publicité avec Marc, qui était un excellent ami et avec lequel elle travaillait depuis plus de 5 ans. Il se dirait en riant que le meilleur moyen de vendre telle lessive était de démontrer que, finalement, cette lessive l'avait plus gris et que les gens avaient plus besoin de gris que de blanc, de terne que d'étincelant, de fatigué que d'inusable. Elle aimait tout ça, en fait. Elle aimait bien sa vie. Beaucoup d'amis, beaucoup d'amants, un métier drôle, un enfant même, et du goût pour la musique, les livres, les fleurs et les feux de bois. Mais ce corbeau était passé, suivi de sa folle équipe, et quelque chose lui déchirait le cœur, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner, ni à expliquer à qui que ce soit, ni, et là c'était grave, à s'expliquer à elle-même. Le chemin bifurquait vers la droite. Il y avait un panneau annonçant, promettant, étang de Hollande. L'idée de ces étangs dans le soleil couchant, avec des roseaux, des ajoncs, des canards peut-être, la séduisit immédiatement et elle accéléra le pas. Effectivement, l'étang fut là, très vite. Il était bleu et gris et s'il n'était pas couvert de canards, il n'y en avait pas l'ombre d'un même. Il était néanmoins jonché de feuilles mortes qui s'enfonçaient lentement les unes après les autres dans une dernière spirale, et qui toutes semblaient demander aide et protection.
Toutes ces feuilles mortes avaient des airs d'Ophélie. Elle avisa un tronc d'arbre, sans doute abandonné par un bûcheron peu consciencieux, et s'y assit. De plus en plus, elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle finirait peut-être par être en retard. Jean-François serait inquiet, Jean-François serait furieux, et Jean-François aurait raison. Quand on est heureux qu'on fait ce qu'il vous plaît, et qu'on plaît aux autres. On ne doit pas traîner sur un tronc d'arbre, seul, dans le froid, au bord d'un étang dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Elle n'avait vraiment rien de neurotique, comme ils disaient les autres en parlant des gens malheureux, en tout cas de ces gens qui ont du mal à vivre. Comme pour se rassurer, elle prit une cigarette dans la poche de son manteau, découvrit avec soulagement un criquet dans l'autre poche et alluma sa cigarette. La fumée était chaude et âcre, et le goût de la cigarette lui sembla inconnu. Il y avait pourtant 10 ans qu'elle fumait la même marque. Vraiment, se dit-elle, peut-être avais-je simplement besoin d'être un peu seule. Peut-être n'ai-je jamais été seule depuis trop longtemps. Peut-être cet étang a-t-il un charme maléfique? Peut-être n'est-ce pas le hasard, mais la fatalité qui m'a menée à ses bords? Peut-être est-ce une longue suite d'enchantements et de maléfices qui entourent les étangs de Hollande, puisque tel est leur nom. Elle mit la main sur ce tronc d'arbre contre sa hanche et éprouva le contact du bois rugueux, usé, patiné, sans doute par la pluie et par la solitude. Car enfin, qu'y a-t-il de plus seul et de plus triste qu'un arbre mort, coupé, abandonné, et ne servant à rien, ni à faire du feu, ni à faire des planches, ni à faire un banc d'amoureux? Le contact de ce bois, donc, lui inspira une sorte de tendresse, d'affection, et à sa grande stupeur, elle sentit des larmes monter à ses yeux. Elle considéra le bois, les veines du bois, encore qu'elles fussent très difficiles à voir. Grises, presque blanches dans ce bois déjà gris et déjà blond. Semblable, se dit-elle, aux veines des vieillards. On n'y voit pas le sang couler, on sait qu'il y coule, mais on ne l'entend pas et on ne le voit pas. Et pour cet arbre, c'était presque pareil. La sève n'était plus là. La sève, l'impulsion, la fièvre, l'envie de faire des bêtises, de faire l'amour, de faire des travaux, d'agir, quoi. Toutes ces idées lui passaient par la tête à une vitesse extravagante, et à la fois résignée, elle ne savait plus très bien qui elle était. Elle avait brusquement une idée d'elle-même, elle qui ne se voyait jamais, qui ne cherchait même jamais à se voir, elle que la vie comblait. Elle se voyait brusquement comme une femme dans un manteau de Lodène, fumant une cigarette sur un tronc d'arbre mort au bord d'un étang d'eau croupie. Il y avait quelqu'un en elle qui voulait absolument fuir cet endroit, retrouver la voiture, la musique dans la voiture, la route et les 1000 moyens d'éviter la mort, les 1000 ruses que doivent utiliser les automobilistes adroits pour éviter l'accident. Quelqu'un qui voulait retrouver les bras de Jean-François, les cafés de Paris, le gin, les tziganes, les siphons et l'électricité, cher à Guillaume Apollinaire. Mais il y avait quelqu'un d'autre en elle qu'elle ne connaissait pas, enfin dont elle n'avait jamais fait la connaissance jusque-là, et qui voulait regarder la nuit tomber, les temps s'installer dans le noir et le bois devenir froid sous sa main. Et peut-être, et pourquoi pas, ce quelqu'un voudrait-il plus tard marcher vers cette eau, avoir froid d'abord, et puis s'y enfouir, s'y perdre et aller retrouver tout au fond, sur un sable doré et bleu, les feuilles mortes qui y avaient été happées tout au long du jour. Et là, allongé sur ces feuilles, entouré de poissons fous et tendres, ce quelqu'un serait enfin parfaitement à l'aise. Retourner au berceau, retourner à la vraie vie, c'est-à-dire à la mort. « Je deviens dingue », pensa-t-elle, et une voix lui susurrait « Je t'assure que c'est la vérité, ta vérité. » Et c'était, semble-t-il, la voix de l'enfance. Et une autre voix, acquise, celle-là, à travers 30 années de bonheur d'hiver, cette autre voix lui disait « Ma petite fille, il faut rentrer et prendre des vitamines B et C. Il y a en toi quelque chose qui cloche. » Bien entendu, ce fut la deuxième voix qui l'emporta. Prudence Delvaux se releva, abandonna le tronc d'arbre, l'étang, les feuilles et la vie. Elle revint vers Paris, ses divans, ses bars, ce qu'on appelle l'existence. Elle revint vers son amour qui s'appelait Jean-François. Et elle mit la musique dans la voiture et elle conduisit très attentivement et elle sourit même de cette demi-heure d'égarement. Mais il lui fallut 2 mois pour oublier les étangs de Hollande, pas moins. En tout cas, elle n'en parla jamais à Jean-François.